Ok, alors salut à toutes et à tous. Aujourd'hui je viens pour vous parler de quelque chose qui fait malheureusement un petit peu la une en ce moment. J'ai pas pour habitude forcément de réagir en fait à ce qui se passe dans l'actualité, parce que sinon déjà on n'en finit plus. Et puis parce que bon, j'ai déjà assez de controverses sur ma chaîne en réagissant à des phénomènes et à des choses un peu plus globales et moins ponctuelles. Néanmoins sur ce sujet-là, j'avais fortement envie de réagir. Une des raisons pour lesquelles j'ai envie de réagir, c'est aussi tout simplement en tant qu'être humain et pour montrer une forme de solidarité de femme à femme. Et puis parce que je pense qu'il est vraiment important de prendre possession de toutes les plateformes que l'on peut avoir, que ce soit voilà, d'avoir une chaîne YouTube ou avoir un blog ou d'avoir un compte Twitter, etc. Que ce soit de pouvoir faire des interventions en cours, que ce soit de pouvoir mener des débats, des conférences, des discussions organisées en groupe. Enfin, je pense qu'il est vraiment important que les gens comprennent que la liberté d'expression qu'ils souhaitent tant défendre, en souvent d'ailleurs empêchant les autres de parler ou de se battre pour des causes importantes, c'est dans ces moments-là qu'il faut l'utiliser, pas pour râler quand quelqu'un vous empêche de manger un animal ou pas quand quelqu'un vous empêche de faire une blague super raciste. Vous l'avez compris au titre, je vais réagir rapidement au fait que Rokhaya Diallo a été évincée du coup du Conseil national du numérique. Alors, je vais pas, comment dire, faire quelque chose de super informatif parce que bon, toutes les informations sont... Enfin, toutes les informations... Non, mais les informations que je peux avoir, vous les avez aussi en ligne, voilà. Faut juste savoir que Rokhaya Diallo, c'est une activiste, une militante féministe, afroféministe, antiraciste, qui s'intéresse également à l'islamophobie, qui a une approche qui dérange un petit peu encore en France parce qu'elle n'est pas encore vraiment populaire, cette approche-là du féminisme. Et qui donc a déjà par le passé pris pas mal de positions qui sont difficiles à avoir dans notre société parce qu'elles nécessitent de la part de celui qui les reçoit une grande écoute, une grande compréhension et une bienveillance dans le fait qu'il n'attribue déjà pas à l'autre des mauvaises intentions, qui malheureusement est fortement le cas lorsque l'on est activiste et lorsqu'on s'engage pour des causes telles que le féminisme, et encore plus quand en plus on n'est pas blanche. Et si vous avez le malheur d'être pas blanche, pas hétéro, etc., vous allez voir que la liste des mauvaises intentions et des dessins cachés qu'il peut y avoir dans votre tête s'allonge beaucoup dans l'esprit des gens. Elle avait été nommée du coup à ce Conseil national du numérique. D'ailleurs, juste petite parenthèse, c'est toujours des choses qui me laissent assez perplexe parce que vu le retard qu'a la France, ou pas forcément qu'à la France, hein, on vient de voir quand même les États-Unis qui sont en train de voter leur petite loi contre la neutralité du net, voilà, c'est génial. Donc le numérique, c'est un petit peu le nouveau monde, c'est un petit peu, à mon sens, le numérique, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être un outil incroyable, qui a déjà été un outil incroyable. Faut pas oublier les révolutions arabes quand même, même si bien évidemment par la suite, voilà, ça n'a pas été... ça s'est pas concrétisé de la manière souhaitée par les peuples, mais voilà, le numérique c'est quelque chose d'extrêmement important à l'heure actuelle, aussi bien positivement que négativement. Beaucoup de menaces viennent de ce digital, viennent de ces nouvelles technologies, de ces nouveaux moyens de communication. Et en fait on voit très peu d'instances et d'organismes qui sont compétents en la matière, à mon sens. Mais bon bref, ça c'est autre chose. Et donc elle en a été évincée après y avoir été nommée, suite à, apparemment, parce qu'il n'y a pas de source fiable, mais dans le sens, pas de preuves tangibles, mais ça paraît plus que cohérent et plausible, suite au fait que sa présence a dérangé apparemment certains membres du gouvernement. Alors je tiens juste à repréciser par ailleurs, pour toutes les personnes qui auraient voté Macron, parce que Macron c'est le changement, il est jeune, il est ouvert, il n'est pas à droite, et puis il n'est pas à gauche non plus, enfin bon bref. On a vu depuis la présidence de Macron à quel point il était porteur de changement, de modernisme, d'ouverture au monde, de progressisme. C'est pas du tout un petit vieux dans le corps d'un jeune. Non, la question c'est pas de vieux, c'est pas un traditionnaliste qui réfléchit à ses intérêts dans le corps d'un jeune. On a vu les différentes façons qu'il a d'aider les femmes, d'aider les personnes racisées, le respect qu'il porte aux Français ou aux personnes qui sont sur le sol français. On a été évincé parce qu'elle gêne. Alors on peut se demander pourquoi est-ce qu'elle gêne. Bien évidemment, le premier truc qui saute aux yeux c'est qu'elle est noire. Alors je suis bien évidemment
je pense que bien évidemment c'est quelque chose de très important. Néanmoins, je pense pas que ce soit le fait qu'elle soit noire en soi. Si ça avait été une femme noire, alors je sais pas exactement s'il y a une expression en français, en anglais on dit a token, c'est-à-dire un petit peu l'idée, vous savez, que dans une série ou dans un gouvernement ou dans une institution quelconque, on met un noir, un arabe, un indien des fois, un asiatique, même si c'est vrai que ça marche assez souvent plus quand même avec les noirs et les arabes, pour dire on en a mis un. Mais par contre, il a un certain set, voilà, de guidelines ou de ligne de conduite, voilà. Il ne faut pas qu'il parle trop, il ne faut pas qu'il impose trop des idées qui sont à l'encontre de celles du groupe majoritaire, il ne faut pas qu'il ait un comportement qui dérange, enfin, il faut que ce soit un noir ou un arabe qu'on a choisi pour représenter une certaine forme, une certaine vision, une certaine image des arabes et des noirs. Donc si vous correspondez à ça, si vous êtes le bon token, si je trouve un mot correspondant, je l'inclurai, ça va. Par contre, si vous êtes un individu avec vos propres initiatives, vos propres prises de position, un regard qui n'est pas forcément toujours super positif et qui n'excuse pas tout sur voilà, le groupe, l'État, l'organisation politique, ben là ça se complique un petit peu, parce qu'après tout, pourquoi vous êtes là? Vous êtes là pour montrer qu'on en a mis un noir, mais vous n'êtes pas là non plus pour faire entendre la voix d'un individu, c'est autre chose ça, d'accord? Alors déjà ça interroge cette question, c'est le fait que vraiment il faut toujours se rappeler, mais c'est pareil pour les femmes. Je pense qu'il y a vraiment deux lectures en fait qui doivent se complémenter, et c'est en ça que l'intersectionnalité est extrêmement importante. C'est-à-dire que je pense qu'elle aurait été une femme blanche tenant ce genre de propos, la réaction aurait été la même, très honnêtement. C'est-à-dire qu'en fait, elle a déjà tenu des propos, par exemple, sur l'islamophobie, ou en tout cas sur l'islam, voilà, qui dérangent beaucoup en France. Elle a parlé du fait que voilà, le voile, c'était une façon de montrer sa féminité ou de signifier la féminité qui n'était pas plus blâmable en réalité que la mini-jupe et les talons ou qu'une version plus traditionnelle et occidentale de la féminité. Disons que je pense qu'elle est, comme des fois je peux l'être, assez positive pour croire que les gens vont l'écouter. Ce qui n'est pas forcément le cas étant donné que lorsque l'on est féministe, lorsque l'on est afro-féministe, lorsqu'on est antiraciste ou lorsqu'on est végane ou lorsqu'on est une militante ou un militant queer LGBT, voilà, en fait vos propos sont toujours déformés. Donc quand vous avez une grande en plus renommée, bah, c'est encore pire. Je salue bien évidemment son courage et son honnêteté intellectuelle qui sont en cela remarquables. Et des exemples à suivre, donc c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est parce que quand quelqu'un s'expose autant pour un bien commun, je pense que c'est juste normal que nous, en tant que personnes plus anonymes, voilà, on réapprécie cela et on marque notre désaccord quand une injustice est faite. Donc il y a cette question, premièrement, de l'image du noir ou de l'arabe ou du racisé et pourquoi on le met là. Deuxièmement, il y a le fait que c'est une femme, et ça c'est indéniable, c'est quelque chose qu'on ne peut écarté. Et très honnêtement, je pense que si une femme blanche venait à dire qu'il y a du racisme d'État, qu'il y a une forme institutionnalisée et étatisée de racisme, ça passerait pas non plus. Et de toute manière, on voit que beaucoup de militantes féministes subissent du harcèlement, sont décrédibilisées, ne sont pas dans les hautes sphères du gouvernement ou des instances X ou Y, voilà. La troisième question que ça pose, c'est bien évidemment la question de la vision de la démocratie qu'on a, c'est-à-dire qu'elle a été évincée sous prétexte de il faut le calme, il faut la sérénité pour prendre des décisions dans cette instance. Alors, ça c'est vraiment un topos, mais alors éternel, et j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises sur ma chaîne, c'est-à-dire que si vous êtes une femme c'est encore pire, hein, mais si vous osez dire je ne suis pas d'accord, ah ben forcément vous êtes une hystérique, vous êtes énervé, vous ne pouvez pas vous contrôler, c'est impossible d'avoir un débat avec vous, vos idées sont forcément mauvaises et il faut à tout prix vous évincer parce qu'il faut protéger la démocratie, il faut protéger la liberté, il faut protéger la liberté d'expression, vous allez tout gâcher, vous êtes un danger public. Voilà. Ça, c'est vraiment un mécanisme vieux comme le monde pour faire que les voix dissidentes ne soient pas entendues, sous prétexte de protéger le calme, de protéger la sérénité, d'être non violent, en oubliant bien évidemment que s'il peut y avoir une forme
de violence ou une force brute dans les mots lorsque l'on dénonce certaines inégalités, c'est rien comparé à une violence totalement policée et déguisée qui est perpétuée par les politiques et politiques, pas les hommes politiques, je veux dire, ou les femmes politiques, mais par les actions politiques. Il y a cette idée-là. Ensuite, il y a l'idée de des voix divergentes ne peuvent-elles pas se rencontrer, ne peuvent-elles pas communiquer. Et puis alors, ça prouve à quel point, je trouve, le gouvernement et la vieille France n'ont rien, mais rien compris de ce qui s'est passé avec les vagues d'immigration successives, de ce qui s'est passé avec l'intégration non réussie, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une voix qui vous dérange, ou même lorsqu'il y a quelqu'un qui porte des idées et que vous n'êtes pas toujours d'accord avec ces idées, et même lorsque vous pensez que ces idées-là sont peut-être très négatives, qu'est-ce que vous faites? Vous laissez ces gens sur le côté, vous laissez toute une partie de la population sous prétexte qu'elle ne correspond pas à ce que vous voulez voir, vous l'ignorez, vous la rejetez. Mais qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce que ça crée? Enfin, quand bien même vous ne seriez pas une personne concernée par l'antiracisme, et que quand bien même vous ne penseriez qu'à vous, à votre position, à votre France qui est blanche et magnifique, quel bien en tirez-vous? C'est pour ça que c'est quelque chose aussi qui me laisse toujours très perplexe, c'est-à-dire que j'ai du mal à comprendre ça montre à quel point ça montre la bêtise de certaines personnes. Rejeter des individus, rejeter en plus des individus qui sont symboliques de par les actions qu'ils font, de par les idées qu'ils défendent, mais c'est envoyer un message terrible et un message qui n'aura que des répercussions négatives. Alors, vraiment moi ça me sidère, et puis cette vision voilà, de la démocratie est quand même assez inquiétante, d'autant plus que ça interroge également sur l'indépendance de ces fameuses instances qui en fait ne dépendent pas du gouvernement, hein, qui sont censées être indépendantes, mais on voit que 3 petits hommes blancs dans le gouvernement ne sont pas d'accord. Mais il faut remarquer, allez, non, là c'est mauvais de ma part, il n'y a pas que des hommes blancs, parce que bien évidemment les femmes blanches qui sont à droite, c'est les mêmes, et elles se sont aussi fait entendre pour dire qu'elles n'étaient pas d'accord. Donc ça montre encore une fois bien le clivage entre ce féminisme bourgeois blanc qui à mon sens n'est pas du féminisme et un féminisme inclusif. Ça c'est aussi quelque chose qui est marqué avec cette histoire là. Donc ça pose vraiment la question de la démocratie au fond sur l'organisation et les rapports entre gouvernement et instances, sur le fait que tout un peuple ou même une partie d'un peuple ou une communauté, mais si vous n'aimez pas ce mot-là, voilà, une partie du peuple vaut moins que 3 mecs dans le gouvernement et 2 femmes dans les républicains. Voilà, normal. C'est ça la vision de la démocratie. Deuxièmement, l'indépendance de ces instances. Et troisièmement, comment est-ce qu'on envisage le débat? Comment est-ce qu'on envisage la discussion? Que entre nous. Voilà, comme ça. Entre personnes qui pensent pareil. Et après, soi-disant, c'est les gens de gauche qui ont et les féministes qui sont comme ça. Et ce que je trouve toujours très drôle, mais pas drôle, hein, mais le rire jaune, quoi. C'est qu'on reproche toujours aux féministes d'être dans cette, en anglais on dit echo chamber, donc peut-être dans cette chambre d'écho où en fait voilà, elles se parlent et elles se répondent parce qu'elles sont toutes d'accord, déjà en gommant totalement les différentes spécificités des différents mouvements féministes, mais aussi on voit qu'à chaque fois que les féministes essayent de participer à des choses qui sont plus publiques, moins spécialisées, elles sont toujours rejetées de toute manière. Leur parole n'est jamais entendue, il n'y a jamais possibilité de débat, elles sont toujours vraiment moquées, on leur manque de respect, elles sont décrédibilisées, elles sont méprisées. Et après on ose leur dire, quand elles se regroupent pour parler ensemble, ah ben vous êtes communautariste ou vous voulez pas entendre la parole des autres, etc. Et enfin j'ai envie de finir sur un dernier point, qui est honnêtement, voilà, pas super intéressant politiquement ou je ne sais quoi, mais je suis française. Je suis blanche, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Je suis une femme, je suis féministe. Je parle souvent, je défends souvent des positions qui me valent d'être fortement critiquées comme n'aimant pas mon pays, ne respectant pas ma culture et mon histoire et étant une des raisons pour lesquelles l'Europe court à sa perte. On me reproche toujours de bien aimer les musulmans et de ne pas cracher sur les musulmans et de me laisser faire par les minorités et gna 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 et gna gna gna. J'adore la France, enfin j'aime vraiment la France et je vais vous dire c'est pas quelque chose de naturel pour moi, j'y ai réfléchi, je me suis posé la question de pourquoi je suis française, qu'est-ce qui fait que je me sens française, qu'est-ce qui fait que c'est important pour moi, qu'est-ce qui fait que je changerais pas de nationalité si on m'en donnait la possibilité.
c'était vraiment une question que je me suis posée, vous voyez, c'était pas genre je suis... Après, si ça marche comme ça pour certaines personnes, il n'y a pas de problème, c'est pas genre je suis née ici, voilà, mes racines sont là. Non, vraiment, je ressens pas ça du tout, c'est pas comme ça que je l'ai vécu. Et j'aime beaucoup profondément la France, mais quand il se passe ce genre de choses, et quand il se passe des tas d'autres choses, j'ai honte de ce... j'ai honte, voilà, tout simplement. Je suis peinée déjà, parce que j'imagine le message que ça envoie. Je vais vous dire, c'est pas forcément... C'est comparable, mais c'est pas la même chose, parce que je suis blanche. Mais en étant une personne qui se bat tellement pour certaines idées, je connais la lassitude de ça marchera jamais, quoi qu'on fasse, on va pas y arriver. Euh, et j'imagine ce que peuvent ressentir certaines personnes en voyant ce genre d'informations et ce genre de choses se produire. Moi, ça me peine énormément. Euh, et en même temps, je me sens très démunie parce qu'en tant qu'individu, qu'est-ce que tu peux faire à part faire ta vidéo et apporter ton soutien et dire que t'es pas d'accord avec la manière dont les choses se passent? Pas grand-chose. Euh, et voilà, c'est blasant, ça me peine et j'ai honte de voir que mon pays, notre pays, qui pour moi est un pays vraiment de valeur sans être dans cette truc liberté, égalité, fraternité, mais voilà, dans les choses que moi j'aime en France, dans les personnalités que j'aime en France, dans les artistes que j'aime en France, et là je parle d'écrivains et voilà, hein, je parle pas de... Et j'ai vu des idées être défendues, j'ai vu des prises de position être affichées sans la moindre honte, sans la moindre gêne, sans la moindre faiblesse. J'ai vu des hommes mourir pour leurs idées. Et j'ai vu des femmes se battre pour nos droits. Et je trouve ça déplorable et je trouve ça honteux qu'il y ait encore ce genre de choses qui se passent, qui se produisent, et que ça se passe en plus dans une certaine apathie générale. Voilà. C'est tout ce que j'avais envie de dire, c'est une vidéo assez longue, je suis pas sûre que ça aura été intéressant pour tout le monde, mais au final, vous savez quoi, ça devrait l'être dans le sens où il faut vraiment qu'on entre dans une ère où on parle, où on dénonce, où on dit je suis pas d'accord, faut arrêter d'avoir peur d'être perçu comme le trouble-fête, le rabat-joie, le ceci, le cela. On n'en est plus à ça quoi, je pense qu'on n'a plus le privilège, on n'a plus le luxe de pouvoir faire ça, honnêtement. Voilà, j'espère que ça vous aura quand même intéressé malgré tout et je vous dis à la prochaine.